Bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un morceau absolument fascinant. On va faire une plongée totalement objective dans un traité anthropologique de 1934 qui est, pour être honnête, assez déroutant et incroyablement dense. C'est une œuvre qui a eu l'audace de relier deux choses qui semblent n'avoir rien à voir: l'énergie globale d'une société et ses règles intimes les plus strictes. L'idée ici, c'est de décortiquer cette mécanique pas à pas pour bien comprendre comment l'auteur a construit son modèle. Ce pavé monumental, c'est Sex and Culture, écrit par J.D. Unwin. Et sa prémisse de base est d'une audace folle. Unwin balance carrément que l'énergie culturelle d'une société est directement proportionnelle aux limites qu'elle impose à ses opportunités sexuelles. L'ambition de ce livre n'est pas du tout de faire de la philosophie ou de la morale, non. C'est d'essayer de cartographier le comportement humain de manière quasi mathématique. Donc le but aujourd'hui n'est pas de dire s'il a raison ou tort, mais vraiment d'observer la mécanique de ce modèle impressionnant et de voir comment il a structuré ses données pour arriver à une conclusion aussi dingue. Au programme aujourd'hui, on commence par cette fameuse hypothèse surprenante. Ensuite, on verra la mesure de la culture par les rites, puis les 4 stades de culture. On passera à la définition de l'opportunité sexuelle, pour finir sur le cadre de référence de l'étude. Pour bien capter le truc, il faut vraiment y aller étape par étape. Allez, première partie, une hypothèse surprenante de 1934. On va regarder de plus près la méthodologie au cœur de tout ça. L'auteur le dit lui-même, il a mené cette enquête pour s'approcher au maximum des méthodes du chimiste et du physicien. Et c'est hyper important de le souligner. Unwin ne considérait pas du tout son travail comme une critique de la société ou une théorie subjective. Pour lui, c'était du comportementalisme pur et dire. C'est exactement comme un chimiste qui observe 2 éléments réagir dans un tube à essai de manière totalement clinique. L'expérience ici, c'est d'observer la réaction entre les lois sociales d'un groupe et son niveau de civilisation. En gros, quand on enlève une liberté absolue, quelle est la réaction chimique humaine? C'est le vrai point de départ. On passe à la deuxième partie, mesurer la culture par les rites. C'est la première grande variable de son équation. Pour que son système fonctionne, il lui fallait une méthode infaillible pour mesurer la culture, sans aucun biais. Et c'est là qu'il prend une décision radicale. Il rejette complètement l'idée de classer les sociétés selon leurs croyances internes. Pourquoi? Eh bien parce que sonder la foi ou ce qui se passe dans la tête d'un individu, c'est beaucoup trop subjectif. Sa méthode va donc se concentrer exclusivement sur du concret, du palpable. Il ne va regarder que les rites observables, c'est-à-dire les actions physiques et les cérémonies réelles que les gens accomplissent au quotidien. Et honnêtement, ce choix est brillant. L'histoire nous montre à quel point l'étude des croyances a induit les chercheurs en erreur à cause de mauvaises traductions. Par exemple, des mots très spécifiques comme yek chez le peuple Tlingit ou Jok chez les Langos en Afrique désignaient en fait une sorte d'énergie abstraite de la nature. Mais les Occidentaux ont débarqué et ils ont traduit ça par démon ou esprit, imposant une vision totalement artificielle. C'est fou de voir à quel point une simple traduction peut tout fausser. C'est pour ça que l'étude a une règle d'or. On regarde uniquement ce que les peuples font et on oublie totalement ce qu'on pense qu'ils croient. Ce qui nous amène à la troisième partie, les 4 stades de culture. Voyons comment cette méthode construit une véritable échelle culturelle. En s'appliquant cette discipline stricte d'observer uniquement les comportements, Unwin a classé 80 sociétés non civilisées et plusieurs grandes civilisations historiques. Il les a réparties selon 4 modèles culturels très précis, basés entièrement sur leur façon d'agir envers les puissances de l'univers. Le niveau 0, c'est ce qu'il appelle la condition zoïste. C'est très simple, elle est définie par le vide, par l'absence d'acte. Une société zoïste, c'est un groupe qui ne construit absolument aucun bâtiment pour les puissances de l'univers et qui, une fois l'enterrement terminé, ne pratique plus aucun rite pour ses morts. Fin l'histoire. Ensuite, on monte d'un cran avec la condition maniste. C'est ici qu'une nouvelle étincelle d'énergie culturelle apparaît. La société commence à pratiquer des rites post-funéraires. On va prêter attention aux ancêtres bien après leur mort, soit en prenant soin d'eux pour les apaiser, soit à travers un vrai culte pour leur demander de l'aide, genre pour les récoltes ou guérir une maladie. Mais attention, à ce stade, il n'y a toujours pas l'ombre d'un temple. Le troisième niveau, la condition déiste, c'est là qu'on fait un bond de géant. On parle de prouesse architecturale. Ce stade est défini par un critère extrêmement spécifique, la construction de temples munis d'un toit. Et Unwin insiste là-dessus, il faut que ce soit un bâtiment où un homme peut se tenir debout, avec des prêtres dédiés pour maintenir la relation avec l'univers. Ça, c'est un marqueur physique irréfutable que l'énergie du groupe s'est structurée et développée. Bon, on a la première partie de l'équation, la culture mesurée par des rites physiques et architecturaux. Mais ça soulève tout de suite une question primordiale. Comment a-t-il pu mesurer la liberté sexuelle d'une société de manière purement objective, sans jamais faire entrer la morale dans la balance? Quatrième partie, définir l'opportunité sexuelle. C'est ici qu'on aborde la deuxième grande variable de notre cadre.
Ce qui rend cette approche fascinante, c'est vraiment sa froideur clinique. On jette par la fenêtre tout jugement éthique ou romantique pour ne garder que la pure biologie. L'opportunité sexuelle ici, c'est simplement l'occasion de satisfaire un désir. L'étude ignore complètement les règles complexes de parenté et se focalise uniquement sur les limites directes imposées avant et après le mariage. Moins il y a de limites, plus l'opportunité est forte. À l'inverse, des règles sociales strictes agissent comme une véritable soupape, forçant l'individu à contenir et à rediriger cette énorme énergie biologique. Pour évaluer cette fameuse discipline avant le mariage, Unwin a été intraitable sur les preuves. Les belles déclarations de vertu ou les normes morales vagues, poubelle. Il considérait qu'il y avait chasteté absolue avant le mariage uniquement s'il y avait une exigence sociale et physique incontestable de preuve de virginité lors des cérémonies. C'était littéralement le seul marqueur qu'il jugeait assez solide. Évidemment, dans la réalité, il y a beaucoup de nuances. D'un côté, on a la liberté totale si on ne demande rien aux jeunes. Mais au milieu, on trouve ce qu'ils appellent la continence occasionnelle. C'est quand une société ne demande pas la chasteté absolue, mais qu'elle donne des coups de frein punitifs. Par exemple, en infligeant des amendes sévères en cas de grossesse avant le mariage, ou en exigeant une exclusivité totale dès les fiançailles. Tout ça, ce sont des limites ponctuelles qui viennent contraindre les impulsions naturelles. Et nous voilà à la 5e et dernière partie, le cadre de référence. C'est le moment de tout assembler. C'est là que la magie opère vraiment. Imaginons un grand tableau de bord. En croisant la condition culturelle avec ses fameuses règles sexuelles, une mécanique évidente saute aux yeux. Pour une société zoïste, c'est le calme plat, des signes négatifs de partout. Mais dès qu'on ajoute de la contrainte, que ce soit occasionnelle ou avec une chasteté absolue, bim, les données s'alignent parfaitement. On le voit noir sur blanc sur tous les échantillons analysés. En compilant toutes ces données de manière rigide, la conclusion de l'étude tombe. Et elle est implacable. Sans aucune exception trouvée dans toutes les sociétés étudiées, chaque fois qu'un groupe limitait sévèrement l'opportunité sexuelle de ses membres, cette limitation était systématiquement accompagnée d'une élévation de sa culture. C'est littéralement comme si l'énergie biologique qui était retenue finissait par être convertie, recyclée en expansion sociale, en rites hyper complexes ou en bâtiments gigantesques. Et tout ce modèle culmine au stade final, le stade rationaliste atteint par les grandes civilisations. Si une société maintient une chasteté et une monogamie absolue pendant environ une génération, l'énergie productive atteint un pic faramineux. C'est ce qu'Unwin appelle l'entropie humaine. C'est un moment critique, presque volatile. L'énergie stockée est devenue tellement intense que la tradition culturelle de base commence à muter. À ce stade, l'avenir de la civilisation ne dépend plus que de la façon dont elle va gérer cette immense pression. C'est ainsi que se referme l'exploration de ce cadre de pensée impressionnant. Finalement, ce livre nous décrit la civilisation un peu comme une énorme machine thermodynamique qui brûle les sacrifices de nos désirs biologiques primaires pour fabriquer de l'énergie rationnelle et architecturale. Mais cette mécanique nous laisse quand même sur une réflexion troublante. Si l'apogée de la culture humaine exige de réprimer systématiquement ce qu'il y a de plus instinctif en nous, eh bien, on est en droit de se demander jusqu'où l'humanité veut-elle aller pour repousser les limites de son propre développement.